Vous voyez que 30 à 50% des patients traités en psychiatrie ont des problèmes de toxicomanie. C'est pas anodin. Ça veut dire que vraiment, quand on parle de troubles concomitants, on ne peut pas penser qu'on intervient en toxicomanie sans avoir la collaboration des programmes santé mentale. Il y a une recherche psychiatrique qui a été faite dans 4 hôpitaux du Québec, de façon très conservateur. Tu as eu Notre-Dame, tu as eu Saint-Vincent-sur-le-Saint-Lieu, tu as eu Québec, le CHUC à Québec, entre autres, là-dedans, qui identifiait qu'il y avait à peu près 45% des personnes qui consultaient en psychiatrie à partir de l'urgence avaient un problème, soit direct ou indirect, avec un problème de dépendance, particulièrement à l'alcool ou les drogues, là, mais c'est quand même majeur. Puis, un élément qui ressortait aussi, c'est la clientèle, puis on ne vous l'apprend pas à personne, qui fait le plus mieux au Pays-Bas. Avec ton problème de santé mentale, tu pourras être traité en toxico. Avec ton problème de toxico, tu seras traité en dépendance. C'est pour ça que c'est important de mettre ces données-là pour réfléchir aussi. Vous voyez, ça tombe sous le sens. 50 à 65% des personnes en traitement pour la toxicomanie souffrent de troubles mentaux. Donc, là aussi, là, c'est assez impressionnant. Je sais que je monte dans le bon sens, Daniel? Ah, ben. C'est la méthode par le haut. Vers le haut? Oui. OK. Non, c'est pour moi. OK. Donc, autre chose, et ça aussi, là, on arrive dans des problèmes de santé physique. Donc, les utilisateurs de drogues injectables, il y a un taux de prévalence du VIH qui est de 15 et celui d'hépatite C, 62 Donc, ça aussi, quand on regarde dans notre population, les personnes qui s'injectent, bien, on voit que là, on a besoin d'avoir la santé physique avec nous autres, puis les services généraux. Troubles concomitants de dépendance et de santé mentale, souvent qui sont peu traités, M. Corbin le disait, donner à des hospitalisations multiples, puis ça contribue au développement d'autres problématiques, puis l'itinérance en études, mais je pense que ça, vous allez pouvoir tantôt nous en parler pas mal, là, parce que vous êtes témoin de ça. Des chiffres. Je vous disais tantôt qu'on a de la difficulté à illustrer tout le travail qui se fait dans C3S. Sur une population de 186 000 personnes presque, on a comme statistique dans notre C3S qu'il y a 59 personnes qui sont desservies. Et ça, c'est comme je vous dis, c'est parce que c'est dans le programme ALCO-Choix. Il n'y a aucun endroit dans nos systèmes de statistiques qui nous permet de dire cette personne-là, on lui donne des services parce qu'elle a un problème de dépendance. Fait que c'est comme, je dirais, noyé dans l'information. De là, pour nous, il faut qu'on soit capable d'aller identifier qui sont ces gens-là pour pouvoir ajuster notre offre de service. Est-ce que tu voyais? Non? Oui, ça me faisait réagir un peu parce aller. que chacun de vos CLSC offre la distribution de matériel et je me disais pourquoi on ne les a pas intégrés parce que puisqu'on leur donne une seringue, évidemment, c'est... Bien, on les identifie pas. Dans la réalité, de tenue statistique avec ICLSC, qui est l'outil pour corriger les données en CLSC, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on trouve. Excusez, là, mais c'est pour ça qu'on fait des planifs stratégiques et qu'on complète des affaires pour qu'on soit beaucoup plus à profit de connaître bien notre offre de service, bien identifier qu'on fait, puis qu'on puisse en parler aussi de ces choses-là. Parce que c'est quand même cette distribution-là. Si je regarde, toutes les équipes, particulièrement à Schlager-Maisonneuve, sont impliquées dans beaucoup de programmes qui agissent autour, mais ça va aussi nous dire, nous, comment on organise notre programmation. C'est ça aussi. En fait, pour vous rassurer, on en dessert plus que ça, hein, vous avez compris ça. Puis je vous parle de eux, mais il y a aussi au niveau de Josée, notamment, qui est organisatrice communautaire, qui aussi est proche des organismes, entre autres choses, qui sont vous autres, qui soutiennent cette clientèle-là. Pour vous illustrer ça en argent, en fait, on a un budget de 48 800 $ sur 170 millions consacré nommément à la dépendance. Hein? On voit que... J'ai les yeux bleus. Mais, je vous le dis, c'est pour ça que c'est important. C'est pas 4%, ça? Non, effectivement, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention, parce que c'est beaucoup plus que ça.
mais on a de la difficulté à aller chercher, il faudrait regarder dossier par dossier, est-ce que cette personne-là, on intervient auprès d'elle parce qu'elle a une dépendance. Souvent, c'est à travers d'autres facteurs, puis on dit, bon, c'est plus un suivi psychosocial ou des soins infirmiers ou peu importe. Puis c'est pas le salaire. Non, c'est parce qu'il y a une façon aussi comptable de présenter ça. Et c'est juste pour dire. C'est ça, peut-être. Donc, vous voyez, juste pour, on voulait vous donner une petite photo amusante. Les besoins budgétaires en 2017, avec la base actuelle de calcul, ce serait de 113 000. C'est pratiquement 3 fois, mais 3 fois, je veux que vous ayez en tête, il faut multiplier 3 fois les affaires qui se font autour aussi. Tu sais, là, on parle de 3 fois direct qu'on va dans le programme, mais il faut aussi penser, puis je rejoins ce que vous dites du 4 qu'il y a 3 fois d'autres affaires autour qui ont à mieux s'organiser aussi autour des affaires. C'est pas juste le budget dépendance proprement dit. Donc, il faut que je me mette en ligne avec. Maintenant, les données qui concernent la population, et tantôt je vous disais que notre partenaire de l'Art Cormier, lui, fait des statistiques et est capable de nous fournir de l'information sur la clientèle de notre territoire qui reçoit des services du Centre de l'Art Cormier. Donc, on sait que 17,5 de toute la clientèle de l'Art Cormier provient de notre territoire. C'est le plus haut taux à Montréal. Fait que ça, déjà là, on sait qu'on a de la clientèle qu'il va falloir rejoindre, soit après qu'elle a été desservie par le Centre de l'Art Cormier, mais idéalement, il faudrait qu'on s'en occupe avant qu'elle arrive à de l'Art Cormier. Mais il y a un biais méthodologique par ailleurs. Le fait qu'on a ouvert un centre au C3S, je ne me souviens plus où est-ce qu'on est, là, Pointe-de-l'Île, bien, à ce moment-là, il y a un service de proximité qui vient que la clientèle vient plus. Je peux vous dire que quelqu'un qui reste dans l'ouest de l'île ne vient pas. Il faudrait qu'ils partent 2 jours avant pour arriver chez nous. Mais ils vont ailleurs, peut-être. En tout cas, il faudrait voir. Mais bref, il y a quand même. Oui, mais on a affichage 7,5, tant mieux, puis on a un taux de pénétration meilleur, là. De D7, maintenant, c'est le nouveau mot qu'on va utiliser, à juste titre. Vous voyez que ça représente, tantôt on parlait de 50 000 personnes que Hugues voyait, mais en fait, à Dollar Cormier, c'est 1081 personnes en 2011-2012, qui ont reçu 8403 interventions. Fait qu'on est dans la deuxième ligne. On est dans la personne qui a un problème de dépendance documenté puis qui a besoin d'avoir des services spécialisés. Puis, ça pose une question. Ils n'ont pas tout le temps besoin de services spécialisés. Comment on fait là, le service de première ligne autour de ces gens-là? Ils vont, parce qu'il reste toujours des clients de première ligne ici. Donc, il y a une réflexion à avoir aussi. Comme M. Corbeil le dit souvent, dans le fond, le C3S, il y a une population qui a besoin d'avoir des soins et des services, parfois en deuxième ligne. On les prête à la deuxième ligne et on leur demande de s'en occuper, mais après, ils nous reviennent, il faut que nous, on prenne le relais. Ce n'est pas des gens qui disparaissent. En même temps. Aussi. Vous voyez, ça, je pense que c'est intéressant, ça peut être surprenant. Il y a à peu près autant de personnes dans Hochelaga-Maisonneuve que dans Rosemont qui ont reçu des services de Dollar Cormier, mais faites attention, Rosemont est un territoire 2 fois plus gros. Il y a la moitié de toute la... 48 de la population. Il ne faut pas penser que c'est pareil la situation dans Rosemont que dans Hochelaga-Maisonneuve. Non, ça reste que, puisque c'est à peu près égal, on constate que oui, dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a un phénomène plus grand de problèmes au niveau des problèmes de dépendance. Mais, si je peux me permettre, oui. c'est que probablement que les 3/4 des personnes de Rosemont sont dans le vieux Rosemont. Rosemont qui est très, disons, banlieue. Oui. Bien, ça aussi c'est important de voir les poches de concentration qui permettent de mieux définir aussi. Parce que ça peut ressembler à des secteurs, peut ressembler à Hochelaga-Maisonneuve à certains égards. Oui. Ça aussi, il ne faut pas négliger ce bout-là, y compris dans certains éléments. Oui. Donc, quelques chiffres au niveau de par âge, cette clientèle-là de notre territoire qui a reçu les services de Dollar Cormier, entre 0,17 ans et 37.
quand même pas mal, hein? C'est 3,4 18-24, 133 personnes. 25-39, 402, ça représente 37 40-64, 475. 65 ans et plus, 37. On voit que c'est à peu près là, entre les 25 et 64 ans que les volumes sont les plus élevés. Puis la répartition, semble-t-il que c'est assez standard. C'est à peu près un tiers des femmes, 2 tiers des hommes. Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez, vous autres, dans votre quotidien. Est-ce que vous savez si les services d'urgence toxico sont intégrés dans ces... Je pourrais vous dire ça, mais je crois que oui. Service confondu. Ouais. C'est tout service confondu. Je vous dis ça, puis... à peu près ça. Ouais. Moi aussi, j'ai rapporté mes documents. Ben, j'ai toutes mes statistiques ici. Et s'il y a des questions pointues tantôt, là, je pourrais vous répondre ici, mais je vais vérifier. Juste finir avec ça. Les raisons principales, j'ai mis les 4 premières, mais bon, 722 usagers, c'était pour consommation d'alcool, 487 pour consommation de cannabis, 384 pour cocaïne. Attendez, je me suis fait dire, il y a comme 2 formes. Fumer ou priser. Ou injecter. Ouais. Ben là, je sais pas. Sniffer, fumer, injecter. OK. J'apprends aussi amphétamine et Méthamphétamine. Oui, 204. Héroïne, vous n'avez pas de données? Non, parce que c'est à cause du cran, ils s'en vont. Héroïne fumée ou prisée, 5 personnes. Tu comprends-tu, on les réfère au cran. On a des choses, vous savez, assez surprenantes, là, mais jeu pathologique bingo. On se rend compte. Non, mais on trouve ça drôle, hein, mais c'est assez surprenant, toutes les problématiques que les gens vivent. Puis, c'est pas. Je me dis, à partir du moment où tu es rendu à Navarre-Cormier, à cause de ça, c'est parce que c'est devenu assez grave. Parce que tu cotes abus dépendant, avec des critères diagnostiques précis. C'est ça. Donc, bon, vous savez, un usager peut avoir plus d'une raison d'intervention, évidemment. Il y a eu 4 887 interventions qui étaient relatives à l'alcool, puis 3 189 relatives au cannabis. Les enjeux et les défis. En fait, là, on a pas mal fait le tour de l'information dont on disposait. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est vous entendre. On a des questions à vous poser. D'ailleurs, c'est très large, mais je vous invite aussi à allez-y de vos commentaires ou de vos questions. Donc, attendez, je vais essayer de le faire. On dirait que je ne suis pas capable d'un coup. Hein? Est-ce qu'on pourrait demander, pour préciser, vous allez voir des questions, peut-être des discussions qu'on avait eues en comité, si vous avez des éclairages à emmener sur les réflexions et tout ça, pour alimenter aussi les discussions. Je pense, hein, Hugues, on avait soulevé effectivement la question des troubles concomitants, qui était une préoccupation. Quand on parle de ça, là, on parle souvent de santé mentale, toxicomanie, dépendance en même temps. Comment on peut soutenir les personnes qui ont besoin d'avoir de l'aide de deux secteurs du réseau, qui parfois, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut travailler ensemble. Il faut développer nos partenariats. Puis développer notre offre de service aussi. Pas juste le partenariat. Développer une offre de service. C'est ça, peut-être juste dans le développement des offres de services. Bon, moi, j'ai le programme Alpha au choix, mais depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, je pense que c'est un changement de culture pour les C3S, pour les CLSC, entre autres. La clientèle consommatrice n'était pas une clientèle qui était très favorisée. Et c'était souvent un sujet, moi, j'ai donné des formations où c'était tabou. On ne questionnait pas sur la consommation pour plusieurs raisons, dont entre autres, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Et souvent, les gens, ils ont toujours l'impression qu'ils vont se ramasser avec des toxicomanes dans leur bureau, ce qui est loin d'être toujours le cas. On a donné une formation de base à notre établissement à 69 intervenants sur les principes de base en toxicomanie. Il vient de débuter à l'automne, on va avoir une quarantaine d'intervenants sur l'approche motivationnelle. Donc, les équipes commencent à se familiariser, commencent à être outillées. Et le changement de culture se fait progressivement, mais c'est quand même quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps avant de bien s'installer. Mais c'est clair, moi, si je regarde
Les contacts avec les intervenants, on a des nouveaux outils qui sont validés, style des boycotts, des endroits avec des jeux. Il y a des protocoles qui se font de plus en plus avec de l'art formé. Là, on est censé rencontrer le programme d'agent de liaison à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour établir des ponts. Ça fait qu'il y a des choses qui se travaillent. Mais c'est ça, c'est au quotidien et on sent que ça commence à rentrer, là, mais c'est ça, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais ça va, moi je pense que c'est quand même positif. Il y a de plus en plus de réception des intervenants par rapport à cette problématique. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi, on avait abordé des questions comme l'itinérance, on en a parlé un petit peu là, avec Mme Lafrenière. Bon, on était préoccupés à comment on est capable d'aller rejoindre ces clientèles-là. La prostitution aussi, c'est un phénomène qui est souvent, on trouve la personne avec une dépendance, mais qui n'a pas un milieu de vie stable et tout ça. Bon, la question on va large, là, mais on a des gens qui, quand ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'endroit où demeurer, bien, c'est sûr que c'est comme, ils s'enfoncent dans la problématique. C'est des choses qui nous questionnaient, des choses sur lesquelles on attend, dans le fond, de vous, que vous nous disiez plus. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est qui se passe, puis comment on peut ensemble répondre aux besoins de ces gens-là. Il va y avoir un élément important à dire. Si on regarde, par exemple, il va décider d'avoir, parce qu'on attend toujours la lettre confirmant le budget, on va mettre une équipe de suivi intensif dans le milieu, en santé mentale, mais avec un volet très important autour de l'itinérance. Mais comment on le fait en partenariat? Il va falloir se l'intéresser, il va falloir voir quel lien à l'intérieur de ça, là aussi. Parce que quand on connaît ce genre d'équipe de suivi intensif, vous en avez une mini-équipe à Rosemont. Donc, comment on va travailler ensemble avec Rosemont et comment on va travailler dans le milieu? Parce qu'il y a des gens, des travailleurs de rue, puis c'est pas, faut y aller comme complément, il faut y aller comment on identifie les clientèles complètes. Il va falloir penser à des mécanismes de référence qui ne pourront pas être, comme dans d'autres régions du Québec, juste le médecin. Parce que vous, il ne faut surtout pas ça. Moi, je me permets de le dire, parce que moi, je considère que c'est important ce genre de tribune comme on a ce matin pour dire, ben, ça va peut-être être important de voir des mécanismes de référence qui viennent du milieu, pour qu'on appuie les travailleurs de rue, exemple, qu'on appuie les gens qui sont présents dans la communauté autour de certaines clientèles, qu'on s'associe. Donc, c'est un élément qui peut être aussi, pour nous aussi, si on développe de nouveaux services, si on voit des priorités, comment on fait. Donc, peut-être avant de passer aux questions, peut-être... Oui, ben, en fait, avec Sylvie, bien entendu, que pour travailler à cet effet-là, et la dopamine, Stella, sont impliqués. Il y a du travail de proximité qui se fait. Et au niveau d'itinérance, les travailleurs du sexe, assez large en fait. Ce qui est intéressant, c'est que pour la structure CLSC, les intervenants, c'est tout nouveau pour moi. Donc, c'est d'apprendre comment retourner quelque part dans le milieu et rejoindre ces clientèles-là. Puis, on a une collaboration très, très riche et très généreuse du milieu communautaire. Moi, je pense à Isabelle, je pense à Stella, je pense à l'anonyme qui est ici présentement et qui nous permet, autant nous, d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, de s'améliorer, de ramener les choses à l'intérieur, autant d'apporter quelque chose de très, très, très fort pour le milieu. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est là qu'on réalise que, oui, on a une subvention pour le 18-30, mais on réalise qu'il y a des personnes âgées qui sont très vulnérables, qui sont dans des états d'itinérance avec des troubles cognitifs. Ça nous permet de rejoindre et de mieux comprendre ce qu'il y en est et de créer une passerelle avec pas de bosse dedans, les trous entre le milieu et l'institution. Donc, en fait, c'est là, moi, ce que j'ai entendu quand je suis arrivée dans Hochelaga Maisonneuve, c'est que ces besoins-là étaient criants. Et il fallait trouver entre nous comment créer des liens, comment rejoindre cette population-là. Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans, je crois. Et j'en profite parce que je trouve que c'est une équipe le fun. Puis je veux remercier le milieu parce que je trouve que c'est une belle pratique qu'on a. Alors, je fais ma têteuse. Puis, il faut voir qu'on avait une habitude,
quand je disais tantôt, j'ai parlé un petit peu d'agrément, on a un C3S, mais on a aussi 3 territoires avec des besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on généralise, puis qu'est-ce qui sont les services de proximité, puis comment on le fait. Ça, il faut l'avoir aussi à l'esprit, parce qu'on peut faire des réorganisations, penser à des choses, mais là, ça va être important aussi de préciser ces enjeux-là qui nous guident aussi dans nos interventions, puis dans notre organisation. Là aussi, parce que on a créé un C3S, la loi a exigé, mais de l'intérieur, là aussi, je reviens aussi, il y a des gens qui ont un deuil à faire sur leur composante. On était beaucoup mieux quand on était juste le CSH, juste le Rosemont, juste un G-Guimard. Là, on fait un C3S. La culture C3S n'est pas encore là. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on vient avec une culture. Comment créer une culture C3S qui respecte aussi cette culture de proximité-là? Ça aussi, ça va faire partie aussi des enjeux stratégiques en termes d'accessibilité et de continuité. Mais par exemple, puis vous avez dit un élément important, je considère, il y a peut-être des expériences qui se passent parce qu'on a développé plus de compétences à cause de la densité du problème, exemple dans Hochelaga. Il y a peut-être des poches de pauvreté ailleurs qui mériteraient de bénéficier de cette expertise-là pour pouvoir développer des choses. Exemple. Ça aussi, ça peut être profitable de ces 3 ans dans cette coordination, là aussi de réseau local, puis dans l'ajustement de notre offre de service. Ça aussi, c'est majeur. Monsieur Robert. Oui, moi, c'est Robert Perry, de PAC de rue. Puis nous autres, c'est Catherine qui est la travailleuse de rue dans Massy-Ouest, puis bon, mon travailleur de rue de Rosemont, est en congé de mariage. Mais c'est marié en fin de semaine. Fait que, je pense qu'il y a un élément qu'on oublie dans les problèmes concomitants, souvent, parce que les gens, la structure santé et services sociaux, ça ne fait pas partie de l'EUTAL, c'est tout l'aspect criminogène. Okay, parce que quand tu travailles les gens de l'Encornie le savent, les gens qui se présentent, ils ont souvent des pendants au niveau juridique à subir ou à assumer, on pourrait dire. Fait que ça, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Puis c'est sûr, la réflexion première, c'est tout le temps, bon, on va envoyer la police. Mais, bon, comment on peut l'articuler, nous autres, à partir de l'expertise psychosociale? Il faudrait peut-être essayer de voir comment on articule ça. Ça, c'est un premier élément. Pour le mécanisme de référence que vous avez nommé, c'est intéressant parce que sur le territoire Saint-Léonard-Saint-Michel, ils viennent de mettre en place un service téléphonique de référence pour les partenaires. Mais c'est tout nouveau, là. On va revenir, mais les intervenants communautaires en lien avec les équipes en place peuvent appeler à ce numéro-là en particulier, là, directement. Là. Donc, ils ne passent pas par au filtrage. C'est un lien plus direct avec les équipes d'intervention. Mais c'est nouveau. Pas jugé. Au niveau des dépendances ou plus large que ça? Plus large. Okay. Tout ce qui est partenaire avec les lieux communautaires. Okay. Donc, dépendance, santé sexuelle. Okay. Ça touche principalement ça. Dernier élément que je voulais nommer, mais c'est tout récent. Là, vous savez pas, il n'y a pas d'usage encore. Ça commence. Okay. Hier, il y a une de mes travailleuses qui s'en est servi du numéro. Ça fait 2 semaines que ça en passe. On est bien content. On parle souvent de bien connaître les équipes sur le terrain. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on travaille avec les personnes dépendantes, c'est des personnes, on l'a vu, de 35 à 65 ans pour la grande majorité. La plupart d'entre eux ont des enfants. Fait que, par exemple, quand on veut connaître l'équipe sur le terrain, mais il faut aussi que nous, on connaisse l'équipe à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la personne en dépendance, c'est par exemple les équipes café. Parce qu'il y a des crises familiales. C'est plus commun que la moyenne chez les personnes dépendantes qu'il y ait des crises familiales. Fait que, peut-être 4 à 5 fois plus élevé, je dirais. Fait que ça, c'est aussi important, ce qu'on appelle souvent, on parle souvent du outreach, mais il faut parler aussi du inreach. Puis ça, c'est très difficile pour les équipes sur le terrain d'avoir accès à ces personnes-là, puis même d'avoir des rencontres. Je n'aimerais pas de situation, mais on attend depuis 10 mois pour rencontrer une équipe. Donc, de l'intérieur, j'ai la difficulté, tout le programme CAF avec... Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais il ne faut pas oublier d'équiger quand il y a d'autres bords autour. Oui. Il faut que ces services-là s'adaptent à travers ça. Okay? Un élément important, donc, qui vient appuyer une chose, quand je vous parlais de l'équipe suivi intensif dans le milieu, et particulièrement autour de l'itinérance,
une particularité qu'on a mis dedans, qu'on ne retrouve pas au Québec. C'est intéressant ce que vous dites. On veut qu'un criminologue fasse partie de l'équipe pour justement ce volet-là. Je trouve ça intéressant, vous venez de l'appuyer, parce que quand on a présenté ça au centre d'excellence, pour les suivis intensifs dans le milieu, ils ont réagi un peu en disant que c'était justement l'argument. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments justice à l'intérieur qu'il faut tenir compte, qu'il faut composer avec, puis il ne faut pas que ce soit juste la notion police. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a Mme Cavalier puis M. Morin. Alors moi, je plombe, ok? Vous me direz, je suis hors d'ordre. Alors moi, ce que j'observe d'abord, c'est, je vous dirais, c'est une nouvelle responsabilité au niveau de la première ligne d'activer, d'offrir des services en dépendance et de démerder à qui ça appartient. Puis effectivement, il y a eu souvent une confusion où nous, les centres de réadaptation, compte tenu d'un trou qui existait, on a pris parfois des clients qui auraient dû être retournés en première ligne. Est-ce que la première ligne est apte? Je ne sais pas, mais tout le monde en est en rodage. Puis il y a tout l'enjeu aussi de la référence. OK? Si moi, une fois que c'est terminé, je veux retourner en première ligne, versus la première ligne veut me retourner, il y a tout cet arrimage-là qui, visiblement, il va falloir qu'on le consolide. Je vous dirais que l'autre des enjeux, c'est la population vieillissante toxicomanes. Et ça, il va falloir qu'on réfléchisse autour de ça. Je vous dirais qu'un des enjeux aussi, c'est de développer la culture du PSI. Parce qu'on est plusieurs acteurs autour d'un même dossier. Et qui fait quoi? Et je peux vous dire qu'on a travaillé dans un PSI où on était 22 acteurs pour une même personne. Il y avait 3 centres de crise. En tout cas, je passe les détails parce que c'est ça aussi le propre souvent des grands groupes de personnalité, c'est qu'ils se déploient dans plusieurs ressources et d'orchestrer une façon de faire où tout le monde joue bien son rôle. Je peux vous dire qu'il va falloir qu'on travaille fort pour développer le PSI, puis on a des beaux succès avec ça, puis impliquer tout le monde. Et je pense que dans l'échiquier, chacun ici, on a des rôles à jouer, puis il faut éviter les overlappings, parce qu'on vient fou, puis il faut aussi parfois éviter de se multiplier parce que le client vient fou. Quand il y a à peu près 40 000 intervenants, puis tu t'en vas là, puis tu fais ci, écoutez, c'est pas raisonnable. Écoutez, j'avais quelqu'un qui travaillait avec un dossier de DPJ, là. Écoutez, elle avait un agenda, juste tous ses rendez-vous. Écoute, elle passait ses journées en rendez-vous pour se faire soigner. Ça avait ni qu'une fête. Donc, il y a ça aussi. Peut-être juste, Mme Cavalier, pour tout le monde, un plan de service individualisé, PSI, la notion est connue. L'idée, c'est de coordonner les services autour d'une même personne, services qui sont offerts par plusieurs partenaires. Que les gens du communautaire, du scolaire, justice, etc., réseau de la santé, mais ça permet de ne pas justement dédoubler ou oublier des besoins de la personne. Puis je peux vous dire que, en tout cas, je suis présentement confrontée de plus en plus à des dossiers où chacun des partenaires, on est un peu à la marge de notre mission. En clair, on se retrouve avec des dossiers complexes, des personnes avec des tableaux de santé mentale qui sont... La toxicomanie, ce que ça apporte, c'est que les gens vieillissent prématurément. OK? Il faut les placer dans des ressources d'encadrement parce que les atteintes neurologiques sont grandes, mais ils ont 50 ans, ils ont 48 ans. Ils ne codent pas pour la prise en charge du je ne sais pas combien, moi, c'est 3 points quelque chose, OK? Là, ils vont dire qu'il est trop autonome, mais il n'est pas capable, il va mettre le fac à balle. Fait qu'on est là-dedans, là. Puis là, tout le monde se renvoie à balle. Il y a aussi, je vous dirais, un des enjeux, c'est que la population toxicomane, il y a un enjeu, c'est le traitement dans les hôpitaux, où ils sont peu gardés, rapidement mis sur la voie de l'évitement, et si on arrivait à mieux les traiter, les stabiliser, prendre le temps, je pense qu'on éviterait peut-être le syndrome de la porte tournante. Puis là, il y a des efforts de fait dans plusieurs hôpitaux. Là. Je tiens à reconnaître les efforts qui sont faits, d'accord? Mais aussitôt que vous avez l'étiquette toxicomane, trouble de personnalité, vous êtes fait. Vous allez rester exactement... D'abord, on va vous faire attendre 24 heures, puis vous allez sortir. Puis on sait que c'est une population qui décède par suicide. Okay? Ils sont surreprésentés comme étant décédants par suicide. Fait qu'il y a aussi cet enjeu-là, mais il y a des efforts de concertation avec les différents partenaires. Fait qu'on est là-dedans un peu, où chacun commence à apprendre un peu à définir son champ de compétences, à le mettre au service des autres pour déboucher sur une offre de service, je vous dirais, de qualité. Voilà. C'est bon, oui.
Oui, en préambule à la question quels sont les enjeux, je l'ai entendu tout à l'heure, mais pour nous, c'est clairement le fait de rejoindre. Rejoindre les personnes qui sont les plus difficiles à entrer en contact avec. Tantôt, on nous présentait des données qui sont fort intéressantes, mais qui, à mon sens, ne révèlent qu'une partie de la réalité de nos territoires. Je vais parler davantage pour, évidemment, le quartier Hochelaga-Maisonneuve, parce que c'est 80% des gens qu'on dessert qui y gravitent, mais c'est des données partielles. Il y a eu 197 000 seringues distribuées. La santé publique nous a donné ces chiffres-là très récemment, la semaine passée. 197 000 seringues distribuées sur le territoire du C3S, Lucille Pays-d'Herbe. Une majorité de ces seringues-là ont évidemment été distribuées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Combien? 197 000. Dans une année? Dans une année donnée. Pour l'ensemble de l'île de Montréal, c'est un peu moins d'1 million de seringues. On est à 967 000. On a 20 On a facilement un 20 %. Et là, c'est tout acteur confondu, l'organisme communautaire, évidemment, CLSC, les pharmacies, au-delà d'une trentaine de pharmacies là, qui font la distribution. Donc, je tenais à le rappeler, il y a des données qui sont manquantes et il faut avoir ça en tête. Pour nous, l'enjeu, c'est de rejoindre. Rejoindre des gens qui, de ce qu'on peut observer par le biais de nos travailleurs de rue ou dans nos sites fixes, c'est des gens qui présentent des problèmes, des problèmes au niveau de leurs besoins de base, de leurs besoins fondamentaux non comblés. Et ça se dégrade d'année en année. C'est un constat avec lequel on compose. L'organisme se met en action par rapport à cette réalité-là dans une démarche de relocalisation en vue tenter d'offrir un peu plus au niveau des besoins de base, là, accès à des douches, buanderies, avec le Cap Saint-Barnabé, service de répit pour des femmes, des hommes qui sont en situation de désorganisation. Donc, on travaille assez fort à ce niveau-là pour rejoindre ces personnes-là et leur offrir les services de base. Toute la question de SIS. L'Agence de santé de Montréal son conseil d'administration a entériné un programme d'implantation progressif de services d'injection supervisés qui, pour Hochelaga-Maisonneuve, pour le C3S Lucille Pays-d'Herbe, j'en suis convaincu, est un programme qui est maintenant nécessaire et urgent d'implanter. Justement, pour rejoindre ces populations-là, Robert faisait mention de tout le problème au niveau de la criminalisation de ces personnes-là. On les traite en criminels, mais avant tout, c'est des gens qui ont des problèmes de santé importants. Et c'est ça le problème. Les SIS vont tenter de répondre, d'être une solution parmi d'autres. Nous, on y croit. On a le goût de jouer un rôle de partenaire actif dans ce dossier-là parce que c'est, à notre avis, un problème urgent auquel il faut s'y attaquer. On parlait de concomitance, santé mentale, toxicomanie, évidemment, et peu de ressources, je pense, dans le milieu pour composer avec ces personnes-là. À Dopamine, il y a deux types de personnes qui arrivent à nos services. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui consomment, et il y a des personnes qui consomment qui ont des problèmes de santé mentale. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est des réalités et des enjeux différents. Mais c'est omniprésent, cette concomitance-là. Puis nos équipes de travail pourraient être formées davantage pour travailler avec les problèmes au niveau de la psychiatrie. ITSS. On avait des données qui ne sont malheureusement pas tout à fait à jour. 2008, on disait 60% à peu près des gens. 62% c'est plus 7 personnes sur 10 minimum aujourd'hui. 70%. Peut-être même plus près de 80. Oui, au niveau du VHC, une infection potentiellement mortelle qui est traitable, dans certaines conditions, un plan de traitement très compliqué, mais ça aussi c'est omniprésent dans nos réalités quotidiennes et notre clientèle en est gravement affectée. Il faut apporter des réponses. Quel type de réponse? Infirmières de proximité. Les organismes communautaires, on a besoin d'infirmières pour donner accès, pour créer la porte d'entrée vers le réseau, pour pouvoir prendre en charge ces populations-là. Quand je dis porte d'accès, je dis RAMQ. Possibilité de donner l'accès à une carte de RAMQ parce que les gens, bien souvent, ils l'ont vu, parce qu'ils ont échangé contre plein de promesses, plein de rêves. Ils n'ont plus cette carte-là, donc il faut travailler pour leur redonner. Puis... Souvent, le traitement de l'hépatite, une des conditions, c'est un lieu stable. Pour qu'ils puissent y aller, alors si tu ne leur donnes pas ça, le traitement, il voit l'échec. Oui. Si tu les traites, ça va bien aller. S'ils n'ont pas de lieu, ça ne marche pas. Il y a besoin d'avoir un ancrage quelque part. Tout à fait. C'était mon préambule, mais ce qui regroupe tout ça, c'est rejoindre les populations difficilement
C'est ça. Effectivement, les problèmes de carte d'identité, c'est un problème majeur. Majeur. On ne sait pas où aller. Chez nous, en tout cas, souvent, ça arrive que nos résidents arrivent avec nada, rien du tout. Donc, il faut partir de où? La poule avant l'œuf ou l'œuf à l'avant-poule. Il y a le faubourg, CLSC Faubourg, qui offre le service de garde d'assurance maladie, mais 2 après-midi par semaine, ce qui est totalement. Hier, j'ai une intervenante qui est allée, mardi plutôt, est partie à 11h pour aller revenir à 5h avec un résident. Donc, une intervenante pour une journée, presque une demi-journée, juste pour une carte. Donc, ce serait intéressant de pouvoir peut-être ajouter ce service-là ou peut-être en collaboration, étendre les heures et peut-être avoir une ressource qui va aider justement cette connaissance, on fait quoi, c'est un problème criant parce que ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils n'ont rien, ils sont comme, ils n'existent pas. Pour leur identité personnelle, leur respect personnel, ils sont comme des nouveaux-nés et puis il faut leur redonner leur identité. Donc, C3S assume un rôle aussi auprès des autres instances gouvernementales pour faciliter. Oui, ça pourrait être, parce que ça devient, avec le volume, on peut peut-être développer pour mieux avec ce qui est exactement. OK. Il y a Mme Bernard, Mme Boutin. OK. Au niveau de l'hôpital, les chiffres, on les sous-estime énormément. Juste pour vous dire, avec un premier diagnostic, il y a seulement 7 personnes durant l'année 2011-2012 qui seraient présentées avec intoxication alcoolique par autre. 7. C'est bon. Sur les doigts de 7. Quand même 2. Ça marche. Ça, c'est ce que donnent les statistiques officielles. Maintenant, on sait que beaucoup se présentent, dans le fond, c'est qu'avec un piégement de santé mentale. Mais il y a aussi les problèmes physiques. Ces gens-là finissent par avoir des pancréatites chroniques, je veux dire, des gastrites chroniques, ça saigne de partout. C'est ça. Ça prend une autre forme. Et donc, on les manque, ceux-là. Il faudrait vraiment avoir un système, et pour l'instant, on ne l'a pas. Le système qui collige les données d'hospitalisation versus les données d'urgence est différent. Ils ne se parlent pas, vraiment, parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes à un moment donné où on peut s'approprier les diagnostics. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, je vous entends, puis je comprends les besoins de la population, mais il faut aussi considérer, puis vous n'avez pas entendu parler, comment les urgences des hôpitaux de bord, les listes d'attente sont très longues, des électives, ça n'existe plus, c'est un mot qui devrait être retiré pratiquement du dictionnaire pour les hôpitaux. Donc, qu'est-ce que c'est? Un électif, c'est tu es en attente de, tu n'es pas jugé prioritaire. Les codes à l'entrée. Une chirurgie élective, c'est celle qui ne fera pas 2 ans après. C'est ça. La cataracte de joue. Ils ont aussi fait régulièrement, il y a des blitz qui se font à l'hôpital pour à un moment donné comment on peut sortir rapidement les patients, les unités pour en faire monter d'autres. Parce qu'il n'y a plus de civière, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien. Alors là, ça devient des questions de priorité et ça devient aussi rationnel. Car on n'a pas rentré là-dedans encore. Ça devient aussi rationnel que quel est le patient qui a un besoin le plus urgent, puis finalement avec lequel je vais avoir des chances de réussir mes interventions pour avoir un impact au lieu. Alors, vous comprendrez qu'au niveau de l'alcoolisme, ce qu'on a mis, la probabilité, à un moment donné, que je réussisse à avoir un résultat à court terme est assez limitée. Ça fait que je me dis, oui, ces gens-là, ils ont besoin d'un endroit, à quelque part, pour avoir une meilleure prise en charge. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que cet endroit-là est vraiment en urgence de l'hôpital, dans le système, puis où on est? Je pense que non. C'est une bonne question, ça. Il y a des expériences au Québec qui ont rapproché des services d'urgence. Puis ça aussi, c'est prouvé. Les infirmières de liaison, là? Non. En toxico, vraiment bien fait, des programmes, je pense particulièrement dans la région de Québec, où en rapprochant le service, parce que là aussi, plus tu es proche de la crise,
plus que les gens acceptent le service. Ouais, Quand tu as un délai, d'opportunité. la fenêtre d'opportunité étant là, puis ces programmes-là ont eu des résultats intéressants. Ouais, Non, mais c'est parce que il y a l'urgence, est-ce le bon lieu? Mais si c'était, on peut dire que c'est pas le bon lieu, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a, tu sais, entre-temps, tu sais, y a-tu des choses à organiser? Je me permets juste pour placer les affaires, de dire, au-delà de dire c'est pas le bon lieu, il y a peut-être à faire des choses qui permettraient de faire des actions, soit en aval ou en amont éventuellement, qui pourraient agir à moyen terme, long terme pour avoir d'autres points de chute que l'urgence autour. C'est ça, parce que si on regarde, il ne faut pas se le cacher, ces personnes-là, ils perturbent beaucoup l'environnement à un moment donné dans une urgence. Oui, à un moment donné. Alors, moi, la question, puis là, je me permets d'être idéaliste, c'est est-ce qu'il pourrait avoir, soit via le communautaire, soit via le C3S, un endroit, à un moment donné, oui, où il se fait de la pratique médicale, le temps, à un moment donné, qui dégrise, puis qui stabilise, mais qui serait dans un environnement mieux adapté à sa condition qu'une urgence où, dans le fond, tout le monde a hâte qu'il sorte. Parce qu'il dérange, parce que la probabilité qu'on réussisse quelque chose n'est pas très élevée. Je ne sais pas. C'est une question que... Ça va faire partie de nos règles. Tantôt, nous en avons parlé. Il y a Mme Boutin, puis ensuite M. Pajon. Merci. J'avais pas fait... Bien, rapidement, je dirais que moi, je suis très heureuse de vous entendre parce que c'est un nouveau dossier pour moi là, que j'ai à mon actif depuis peu. Fait que ça me donne les défis pour les années qui viennent. Puis un des défis que je trouve qui est important, c'est toute la question, vous l'avez dit en beaux mots, mais c'est l'accès et la continuité entre nous. Puis on a du travail autant à faire à l'interne pour pouvoir nous arrimer aussi, je pense, dépendance, santé mentale. On a du travail à faire à l'interne, puis je pense qu'il faut continuer aussi notre travail à faire avec les en collaboration avec les partenaires. J'aimerais revenir seulement sur 2 points. Entre autres la RAMQ, parce que je sais que ça tient à cœur beaucoup non, on est sur... Ben oui, c'est ça. Il m'en parle à tous les fois qu'il me voit. Il te demande ta carte de Oui, c'est ça. C'est très très du harcèlement. Oui. La question de la RAMQ, c'est effectivement une question très importante pour cette clientèle-là avec laquelle on travaille. C'est une préoccupation qu'on a et qu'on entend de plus en plus. On sait que Jeanne Mance a ce mandat-là, mais moi, je suis sur un comité de travail à l'agence qui s'appelle Itinérance et santé mentale et on est en train de se pencher sur cette question-là. Il y a 2 C3S qui sont là-dessus, entre autres du CTSDEL et de la montagne. Mais c'est des enjeux. Il y a des enjeux aussi. On sait que, bon, Jeanne Mance a déjà eu des ressources financières pour partir tout ce travail-là. Il faut voir comment nous, on peut le faire, mais on a cette préoccupation-là de regarder comment travailler avec les gens qui n'ont pas de carte d'assurance maladie et leur en donner une. En attendant, on a une travailleuse sociale de proximité qui se rend, parce qu'on a la collaboration de Jeanne Mance, qui se rend à Jeanne Mance un après-midi semaine pour aller chercher des cartes d'assurance maladie pour notre clientèle de notre territoire. Fait qu'on a quand même cette belle collaboration-là. On a des infirmières de proximité. Je sais que c'est pas assez, qu'il y en a une qui est sur le territoire, qui va à l'anonyme, qui va avec Stella. Et effectivement, elle voit tous les besoins au niveau des besoins santé, plaies, etc. Puis l'autre point que je voulais vous dire, c'est toute la question de l'hépatite C. Effectivement, notre clientèle, on a vu les chiffres tout à l'heure, on a beaucoup de risques à ce niveau-là et c'est difficile le traitement parce qu'ils ne sont pas toujours très concluants. On a commencé des approches, il y a le docteur Penn qui est là-bas Maisonneuve, qui est un spécialiste de l'hépatite C. Puis on veut travailler une liaison pour essayer de voir comment c'est possible de travailler, d'accompagner cette clientèle-là, finalement, qui est plus difficile. Il reste le lieu, l'hébergement, mais au moins, on se penche là, sur... Mais je voulais juste dire qu'on est en travaux pour certaines choses. Il y en a d'autres qui sont à amorcer, mais c'est intéressant de vous entendre. M. Pajot? Juste, dans le fond, juste établir certaines statistiques et ensuite faire le défilement des questions. Juste pour qu'on... Nous, c'est ce qu'on a en tête quand on
on travaille sur notre clientèle. C'est des statistiques qui proviennent du projet Chez Soi. Donc, en moyenne, l'itinérant passe 16 jours dans les services de santé. Donc, on parle d'environ 36 000 40 000 par année par itinérant. On parle aussi de nuitées en prison, qui coûtent environ 500 la nuitée. Ça, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on parle encore là d'une quinzaine de jours par année en moyenne. Donc, on parle vraiment, là, on peut parler qu'un itinérant peut coûter jusqu'à 60 000 à la collectivité là, par année. Donc, c'est sûr que trouver une façon, je pense qu'on coûte beaucoup moins cher à s'organiser puis à trouver une façon de les intégrer dans le réseau. Oui. Dans le fond, cette clientèle itinérante-là, est-ce qu'on présume qu'à 100 c'est des gens qui ont un problème de dépendance? La clientèle que nous, on touche surtout, ben nous, dans le fond, notre clientèle visée, c'est 35 ans et plus, les hommes, 35 ans et plus. On a eu jusqu'à, je dirais, le plus vieux était de 73 ans. Cette clientèle-là, souvent, à peu près, quand ils arrivent chez nous, je vous dirais qu'ils ont souvent un problème, oui, toxicomanie, santé mentale, je vous dirais que c'est à peu près 30 troubles de la personnalité, généralement, ils ont presque tous un trouble de la personnalité. Borderline narcissique, etc. On parle aussi de problèmes de justice, donc nous, on les aide parce que là, ils ne peuvent pas s'organiser, ils sont tout le temps pris, ils sont souvent en mandat. Je peux dire aussi que la police de quartier est quand même assez smooth. Nous, même si on a des gars mandats, ils viennent nous les reporter quand même. C'est quand même assez smooth là-dessus. C'est sûr que nous, on les aide. On essaie d'amener notre clientèle à aller vers régler leur dossier judiciaire le plus possible. Donc ça, c'est pour un peu le portrait. Pour les enjeux, nous, je vais vous donner un exemple après avec le réseau, mais un de nos principaux enjeux, nous, c'est le financement. Moi, je suis au Centenaire depuis 3 ans, et on avait seulement un intervenant pour 20 chambres. Personne de soir, personne de fin de semaine. Avec une clientèle itinérante, donc c'était très difficile. Et vraiment, on se met des fois en situation de vulnérabilité, dans le sens où on devient limite négligence. Donc, on pourrait accuser l'organisme de négligence, sauf qu'on n'a pas assez de ressources pour ça. Donc, ça entraîne d'autres problèmes avec le réseau. Je vous donne quelques exemples, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse en discuter. Quand on arrive des fois, on a un de nos résidents qui se ramasse à l'urgence pour une question X. Ils peuvent nous l'envoyer en ambulance un samedi soir. On n'a personne pour l'accueillir. Ils nous laissent un message sur une boîte vocale, ils nous l'envoient. Ça, pour nous, c'est un gros problème. Il faudrait mieux coordonner, dans le fond, les services avec notre personnel. Puis souvent, comme il l'envoie trop vite, il retourne. Il peut retourner 2-3 fois, alors que peut-être que si son problème avait été pris en charge, il ne serait pas retourné plusieurs fois. Quand ça coûte, encore là, problème des urgences, on réengage l'urgence. Autre problème, c'est les médecins. Souvent, les médecins nous le disent à mots couverts, ils veulent rien savoir de notre clientèle. Donc, on se retrouve dans une situation où on nous dit, il n'y a pas de médecin de famille, il rentre, il passe, il fait des tourniquets, il ressort, il y a des prescriptions à court terme, autant pour le problème de santé mentale que pour des problèmes de santé. Fait qu'on est incapable souvent d'avoir un médecin de famille, ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi. Et même le médecin, souvent, ils vont mettre nous le disent, comme je dis à mon couvert, ils le mettent en dessous du dossier, ils ne veulent pas notre clientèle. Donc, très peu de médecins. Donc, ça, il faudrait trouver peut-être une solution. Ce qu'on nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un médecin qui vienne peut-être 1 heure par mois au Centenaire juste pour nous. Ou trouver une clinique qui accepterait qu'on ait une plage. Sans que ça devienne un médecin de famille, mais au moins qu'il puisse avoir un certain suivi. Sans que le médecin s'engage, parce que je peux comprendre qu'ils ne veulent pas nécessairement, parce que je sais quand ils prennent, ils s'engagent sur toute la problématique de l'individu, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Fait qu'ils ne veulent pas juste s'occuper d'un problème de santé, non pas tout le dossier. Fait que peut-être que ça serait une façon d'arrimer ça avec le milieu. Il y a aussi le problème de dumping. Souvent, les travailleurs sociaux nous appellent, ils nous mettent le cas super rose, puis finalement, il y a beaucoup plus de complexité dans le système. Fait que nous, on perd des fois confiance en certains travailleurs sociaux. Là, c'est rendu même, nous autres, c'est jusqu'à Saint-Jérôme. L'hôpital de Saint-Jérôme nous appelle. Tous les hôpitaux, généralement, nous appellent pour... on leur reçoit environ 25-30 facilement par semaine. Donc, c'est un peu ça la situation. C'est sûr que c'est en croissance. Puis si on parle juste du quartier, comme ceux qui connaissent, je dirais peut-être plus Mercier-Ouest. Moi, j'ai grandi là, je peux vous en parler aussi.
Le problème, à mon avis, s'est accentué dans les dernières années. Moi, je n'avais pas de prostitution sur la rue. Quand j'aurais mis des années 90, là, je pense qu'on le sait, la pauvreté s'est déplacée vers l'est. Donc, dans le coin, justement, du Centenaire, coin Cadillac, Hochelaga, ça bouge. Ça bouge beaucoup, oui. Nous, dans le fond, on a un autre volet qui nous aide à voir aussi comment si ça va bien ou pas dans le quartier. C'est qu'on a une distribution alimentaire, fait qu'on le voit aussi au quotidien. Là, sauf que, bon, au niveau des hommes, je voudrais rajouter aussi pour la ville de Montréal, je ne sais pas si vous avez des liens avec la ville, parce que on s'est fait appeler cette semaine, on faisait le ménage des parcs. Le ménage des parcs incluait aussi ménage des individus. Vidage de parcs. Vidage de parcs. Oui, ça, c'est ça. Il faut des radios. Au nom de la réaménagement. Fait qu'il voulait qu'on. Fait que là, il était un peu fâché de voir qu'on ne pouvait pas accepter leur. Ils voulaient nous dumper encore une fois C'est peut-être vous parler des services policiers qui font même pas. C'est la ville, c'est juste la ville qui va nettoyer les parcs, puis en même temps, il y a des gens qui sont installés, puis ils veulent les dispatcher à quelque part pour qu'ils sortent des parcs. Donc, c'est ça, fait qu'on se retrouve avec des tensions un peu, parce que, bon, la discussion avec les fonctionnaires n'est jamais très bonne, parce qu'ils nous disent, prenez-les, c'est votre job. Là, nous, L'attente de ces 3 ans, c'est pour être une concertation avec ces élus, ces activités-là, pour pouvoir soit un petit peu plus planifié. Oui, parce que nous, on n'a pas les moyens de faire on n'a pas assez de ressources même pour se mettre en réseau. Une journée comme aujourd'hui, c'est dur pour moi. Oui, sûrement. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas coordonner nous. On l'a fait, on est obligé de le faire avec Louis-Hippolyte à un moment donné, le CLSC, on a assis du monde, puis parce que ça faisait plus d'1 an qu'on était incapable de coordonner. Fait qu'on l'a fait asseoir les gens, ça a super bien été. C'est pour ça que je me dis que ce genre d'initiative-là, on va avoir un marcher beaucoup plus en, comment on appelle ça, en synergie. Pas en silo, justement. Pratique de collaboration. Pratique de collaboration avec des réseaux. Écoutez, on peut prendre un petit 5 minutes de pause, parce que je vois que les gens, on a senti que les gens bougeaient. Je sais qu'il y en a qui doivent quitter un peu plus vite, c'est que on a encore pour à peu près peut-être un 3/4 d'heure de discussion, je dirais. Fait que s'il y en a qui veulent quitter. Et au retour, il y a José qui avait quelque chose à dire avant que je passe la parole à M. Pagé. Non, ça va être l'autre. Ah non, pardon. Oui, il y a 2 Martin. C'était Martin Lafortune. Tantôt, non? On va tantôt, je vous donne la parole. Faut parler.